Bienvenue dans AfriConnect. Notre invité est Kémy Séba, essayiste, président de l'ONG Urgence panafricaniste et initiateur du Front anti-CFA, le Front anticolonialiste français en Afrique. Bonjour Kémy Séba et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect sur RT France. Le plaisir est pour moi. On va évoquer beaucoup de choses, l'actualité, votre actualité, mais également votre ouvrage. On va beaucoup en parler, Panafricanité fondamentale aux éditions Fiat Lux. C'est pour la promotion de cet ouvrage, vous êtes un peu en tournée en Europe, vous êtes donc à Paris et vous avez accordé un entretien à la chaîne LCP, un entretien qui a été déprogrammé. Votre réaction à la suite de cette déprogrammation? Bon, pas de réaction particulière dans le sens où l'émission est partout sur Internet aujourd'hui. Et Internet étant le premier média de la planète, ceux qui doivent le voir l'ont vu. Encore plus que si elle n'était passée que sur LCP, je pense. Pas de surprise quand on voit que les mêmes qui ont appelé à la censure par rapport à notre émission sont les mêmes qui ont toléré que le leader d'AQMI soit interrogé et qu'il reçoive 17 questions sur France 24. Peut-être qu'il y a une tolérance plus grande pour le terrorisme au Sahel qu'il y en a pour le panafricanisme. Et je pense que c'est un beau message que les autorités françaises envoient à la jeunesse africaine qui, d'après ce que je vois un peu partout sur Internet, l'a bien compris. Justement, sur les raisons de cette déprogrammation, il y a plusieurs versions, livrées notamment par LCP, qui aurait évoqué des discussions avec le député Renaissance Thomas Gassillou, également président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale. Mais surtout, la chaîne vous reprocherait d'avoir utilisé la vidéo donc, de cette interview lors de votre meeting. Vous savez, je pourrais l'écouler en 2 mots, 3 mots. Il y avait plus de 1200 personnes au meeting. Tout le monde a vu qu'on n'a rien diffusé du tout. Ça, c'est une mythomanie convulsive. Et je pense que les gens de LCP sont acculés parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils se fassent autant réprimander par certains groupes organisés qui, en réalité, contrôlent l'opinion publique dans ce pays. Et donc, ils ont essayé d'inventer ce qu'ils pouvaient trouver. Mais il n'y a eu aucune vidéo qui a été diffusée au meeting. Trophée de quoi? On a plus d'audience aujourd'hui en Afrique que LCP n'en a même dans son propre pays. Donc je pense qu'il faut quand même savoir raison garder et être dans une dynamique de sincérité. Nous, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été invités, comme on l'est à différents endroits dans le monde. On a beaucoup réfléchi par rapport à LCP, parce que c'est une chaîne d'un média lié à un système que l'on combat, mais on savait que M. Tréhard était quelqu'un qui était opposé à notre vision. Et moi, j'aime bien la boxe idéologique. Donc si on m'invite pour un match de boxe idéologique ou intellectuel, je viens. Et c'est ce qui s'est passé. Et si vous êtes à nouveau sollicité par des médias dits mainstream, vous irez? Écoutez, France 24 et RFI sont venus à notre meeting samedi couvrir l'événement. J'espère qu'ils se feront autant réprimander que LCP qui nous a invités. Ils ont insisté pour que je réponde à leur interview, j'ai refusé, parce que pour le coup, France 24 et RFI sont véritablement des organes de propagande. J'étais à 2 doigts de les faire sortir du meeting, mais on les a laissés. Et donc, on n'est plus à un stade où on a besoin que les médias français nous donnent une tribune. Nous sommes notre propre tribune. L'audience qu'on a aujourd'hui en Afrique ou dans le monde noir francophone, aucun de ceux qui le mettent en avant n'a cette audience-là. Donc on n'est pas à la recherche de tribune. Alors, vous avez des détracteurs, y compris en Afrique aussi. Bien sûr, marionnette de la France-Afrique. Et ailleurs, alors voici ce qu'on vous reproche. On vous reproche une approche trop radicale du panafricanisme, de nourrir une démagogie anticoloniale et ce que les médias mainstream et les autorités françaises nomment le sentiment anti-français. On vous reproche de véhiculer la propagande russe et votre proximité aussi. C'est ce qu'on vous reproche avec la dite oligarchie russe, Alexandre Douguine ou encore le patron de Wagner, Evgeny Prigojine. Que répondez-vous à tout cela? Bon, vous avez parlé de certains détracteurs en Afrique, oui, qui pour la plupart sont liés, pieds et mains liés, avec l'oligarchie française. Et donc, ils ne vont pas couper le bras qui les nourrit, ou la main qui les nourrit. C'est normal. Vous faisiez allusion notamment à Felwine Sarr, qui aujourd'hui est un grand ami du président Emmanuel Macron. Et donc, les propos qu'il donne lorsqu'il dit qu'on nourrit une démagogie, etc., c'est en conformité avec le salaire qu'il reçoit de l'oligarchie française. Soit dit en passant, une fois qu'on passe cette étape, on nous reproche le prétendu sentiment anti-français, alors que je suis l'un des rares sur la place publique en Afrique francophone, à toujours préciser qu'il y a une différence entre critiquer l'oligarchie française
et critiquer le prolétariat. Le prolétariat français souffre, on le voit. Depuis les quelques jours où je suis en France, je vois à quel point ils sont asphyxiés. Je vois la paupérisation d'une grande partie de la population française. Et donc, la population française, comme le disait Thomas Sankara, le prolétariat de France n'est pas l'ennemi du prolétariat d'Afrique. Le véritable adversaire, sauf si certains d'entre eux sont négrophobes, là c'est autre chose. Mais l'adversaire des Africains, c'est l'oligarchie néolibérale qui asphyxie notre population et qui asphyxie même leur propre population ici en France. C'est là où se trouve notre combat. Pour finir... Et sur le sentiment anti-français, est-ce que c'est le bon terme ? Évidemment non, c'est l'hostilité vis-à-vis de la politique néocoloniale de la France. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Moi-même qui vous parle, je suis né en France. J'ai vécu 30 ans de ma vie en France. J'ai aujourd'hui 41 ans, j'en aurai 42 bientôt. Je suis depuis 12 ans en Afrique, rentré par la grâce de Dieu. Et je ne peux pas être hostile à un pays où il y a des gens qui sont bons et d'autres qui sont mauvais, comme partout dans le monde. Le problème n'est pas le français. Le problème est la politique néocoloniale de l'élite française. C'est très important qu'on le dise. Et je termine juste sur la Russie, parce que, une bonne fois pour toutes, même si je sais que les questions ne cesseront pas ailleurs sur ce sujet, écoutez, on dirait qu'il n'y a que les Africains qui sont interdits de faire de la géostratégie. Quand Macron fait du business avec les autorités russes, faisait avant la guerre, on ne le reprochait pas d'être quelqu'un qui était un pion ou un influenceur de l'oligarchie russe en tant que tel. Lorsque différents politiciens en France font du business avec les Russes, on ne leur dit pas ça. Mais lorsque les Africains décident, dans la lignée de leurs prédécesseurs, Oumniobé, Cabral, Nelson Mandela et autres, de s'allier à ce qui était hier l'Union soviétique et ce qui est aujourd'hui la Russie pour résister à l'hydre impérialiste occidental, eh bien, on dit que hier, on disait que c'était des agents communistes, c'est ce qu'on disait de Lumumba, c'est ce qu'on disait de Malcolm X aussi, mais non, on dit qu'on est des influenceurs pro-Poutine ou pro-russes. Je trouve que l'argumentation est guignolesque, très fragile, et la plupart des gens qui essaient de nous opposer ces arguments ne le disent rarement, ne le disent jamais en face, ou en tout cas très rarement. Alors, une question aussi que se posent vos détracteurs, puisque vous êtes un militant très actif, panafricain, vous êtes cofondateur donc, de l'ONG Urgence Panafricaniste. Comment est-ce que vous vous financez ? Bon, ça n'a jamais été un secret. Le premier écosystème qui nous a permis d'avancer, c'était un certain nombre de footballeurs, d'artistes, de chanteurs. On va dire que dans notre génération, je suis un grand frère pour beaucoup d'entre eux, et beaucoup d'entre eux sont touchés par le travail politique que nous menons, que nous faisons. Et donc, comme il y avait d'autres organisations, des Baraka City ou autres, qui recevaient un financement de leur communauté, nous, notre financement était au départ lié à des individualités telles que les sportifs, des artistes, etc. Par la suite, parallèlement, on a réussi à créer un autre écosystème de par nos connexions géopolitiques, avec des pays comme Cuba, des pays comme l'Iran à un certain moment, beaucoup moins maintenant, qui nous soutenaient aussi stratégiquement sur un certain nombre de programmes. Quand USAID, les États-Unis, financent, ou l'AFD finance des programmes d'organisation, ça ne pose pas de problème. Pourquoi, lorsque nous, on s'allie à des pays comme Cuba, ou des pays comme on a pu le faire avec la Russie à un certain moment, ou avec des pays comme la Turquie, cela crée la foudre ou crée une fureur chez certains de nos détracteurs. Je trouve que c'est assez hypocrite. Alors peut-être que c'est parce que du point de vue justement occidental, ce ne sont pas des démocraties. Oui, mais qu'est-ce que la démocratie ? La démocratie, c'est les pays comme le gouvernement français aime les présenter, où on valide des gens à la tête du Tchad qui sont arrivés par le biais de coups d'État. C'est ça la démocratie ? Je trouve que c'est très sexy, mais c'est très hypocrite aussi. Alors venons-en précisément à votre combat, sur le fond, vos inspirations panafricanistes. Moi j'ai l'impression quand même que votre discours il a un peu évolué. Il est moins radical, peut-être plus structuré, plus en phase avec les principes panafricains. Moi je pense que le problème c'est qu'il y a eu une mésécoute pendant très longtemps au sujet de notre discours, pour la simple et unique raison que la seule fenêtre d'expression qui était la nôtre, c'était la fenêtre d'expression liée à la diabolisation des médias. Il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Donc ce qu'on entendait de Kémy Séba il y a 15 ans, j'étais aussi plus jeune, donc évidemment moins expérimenté, mais l'histoire de dire moins structurée, je n'en suis pas sûr du tout, même si on évolue, on s'améliore avec le temps. Mais lorsqu'on voulait entendre parler de notre discours, ou de notre propos, ou de notre combat politique, c'était France 2, c'était TF1, c'était BFM, etc. Et donc, étant donné qu'on n'avait pas la possibilité de s'exprimer longuement ou directement, on n'entendait que des on-dit diabolisants liés à notre réalité. Mais depuis qu'on est rentré en Afrique, qu'on a pu avoir accès aux mass médias, que les gens ont pu voir dans le cadre des débats, puisque je suis chroniqueur politique à la base, géopolitique, où on débat avec des ministres, des gens de l'intelligentsia, et que très peu sont capables, pour ne pas dire quasiment aucun. Mais c'est vrai qu'au début, vous avez un peu frappé fort, vous avez eu des déclarations, et ça vous suit quand même. Hein. Mais ma chère Samantha,
Notamment des déclarations, vous a reproché aussi antisémites, vous savez. Madame, les déclarations antisémites s'appuient sur le fait qu'on a défié des milices extrémistes, juives, qui avaient agressé des Noirs. Et on est dans un pays où on a le droit de dire certaines choses et pas d'autres. Et on a été volontairement dans la surréaction parce que nous ne sommes pas de la génération Charlie et Lulu, ou Magloire, ou Vincent McDoom. Moi, c'est Kémy Séba. Et donc, j'ai volontairement cogné fort dès le départ. Et bizarrement, j'ai l'impression que je fais beaucoup plus peur des années plus tard, en étant peut-être moins véhément. Peut-être parce que aujourd'hui l'audience s'est élargie et que le discours s'est approfondi, oui. Mais le fond n'a pas changé. On n'était pas des écervelés à 20 ans, c'est pas vrai. Alors c'est vrai qu'on vous connaît bien, peut-être qu'on connaît moins bien vos sources d'inspiration, notamment l'éminent historien, anthropologue, scientifique sénégalais Cheikh Anta Diop. Il est l'auteur d'un ouvrage que l'on va voir, Nation, nègre et culture. Il y a 2 tomes. C'est un ouvrage vraiment de référence sur l'origine finalement nègre de la civilisation égyptienne, mais aussi sur des problématiques finalement qui sont très actuelles, l'indépendance de l'Afrique, l'intégration africaine, et votre dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale. Est-ce que c'est un hommage, finalement, que vous lui rendez? Alors, quand on lit le livre, on se rend compte que je rends hommage à beaucoup de gens, y compris notamment à mon regretté aîné, dont je salue la fille, ma nièce, donc l'aîné Rounouko Rachidi, et je salue sa dernière épouse, Zawadi. Cheikh Anta Diop, c'est un géant, quelqu'un qui a ouvert les portes de la connaissance à toute une génération. Et donc, on se doit de lui rendre hommage, mais il y a aussi énormément d'autres personnes qui nous ont apporté, qui m'ont forgé. Des gens comme Khalid Mohamed, c'est quelqu'un que je ne cesserai de louer et d'honorer. C'est grâce à des personnes comme ce Khalid Mohamed que j'ai commencé l'activisme politique, qui était d'ailleurs bien plus radical que ce qu'on dit de moi aujourd'hui. Et Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui, en effet, de par son savoir, a poussé les nôtres aussi à s'enquérir de la science jusqu'aux dents, comme il le disait. Seule solution pour être capable de porter notre voix dans ce concert des nations. Dans votre ouvrage, vous dénoncez la suprématie occidentale, c'est-à-dire? Je pourrais même le dire autrement. Quand on parle de la suprématie blanche, je pense que quand on va aux 4 coins du monde, quand on a l'occasion de voyager comme je le fais, il y a quand même une observation des plus factuelles qu'on se doit de faire, c'est que les peaux les plus sombres sont toujours discriminées et les peaux blanches sont toujours celles qui sont les plus préservées, valorisées, qu'on aille en Afrique, qu'on aille en Asie, qu'on aille en Amérique du Sud, qu'on aille au Moyen-Orient. Cette suprématie blanche-là, et qui est centralisée par l'Occident, qui est quelque part la civilisation qui domine le monde aujourd'hui, on observe, on constate, on analyse qu'il y a toute une structuration, il y a toute une théorie sur laquelle justement cette domination occidentale s'est appuyée. En l'occurrence, quand on parle des récits du comte de Gobineau et d'autres personnes qui voyaient une pyramide raciale où les Noirs étaient en bas et les Blancs étaient au-dessus, c'est malheureusement quelque chose qui se perpétue dans l'esprit de beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire que... C'est vraiment ce prisme-là qu'il faut comprendre aujourd'hui, ce que vous expliquez lorsque vous évoquez une suprématie occidentale. Est-ce que c'est pas justement le nouvel ordre mondial et la dimension géopolitique aussi qui doit primer? Moi, je pense qu'on ne peut pas extraire un mécanisme de l'autre. Il n'y a pas de nouvel ordre mondial, et quand on parle de ce nouvel ordre mondial avec l'Occident qui, pour l'instant, est en haut, sans un lien avec ce processus dont parlait l'auteur, la brillante auteure afro-colombienne Rosa Oumel Plouribé, lorsqu'elle parlait dans son livre phare de la férocité blanche. Il n'y a pas de nouvel ordre mondial avec l'Occident en haut sans l'analyse et sans la nécessité de décortiquer ce qu'est la suprématie occidentale et ce suprémacisme blanc que l'on peut observer partout où on va. C'est quelque chose qui est du domaine du réel. On ne peut pas extraire le capitalisme, l'analyse du capitalisme de cette suprématie blanche. On ne peut pas extraire justement cette suprématie blanche de cette, comment dirais-je, propension à un matérialisme des plus dérégulés qui est lié aussi à l'histoire de la civilisation occidentale. C'est vrai que vous voyagez beaucoup en dehors du continent africain, mis à part l'Occident. Est-ce que vous retrouvez cette suprématie ailleurs ou pas? Je vous le dis, je la retrouve partout. Et je la retrouve même, pour aller plus loin, même au sein des sociétés africaines, où le colorisme, qui est quelque part l'indépendant de ce suprémacisme blanc, où on valorise les peaux les plus claires et on discrimine les peaux les plus foncées. Et c'est pour ça que j'ai dit que nous-mêmes, en tant que population africaine, on se doit de faire une autocritique ou afrodescendante sur ces questions-là. Et dire cela, c'est très important quand même que j'insiste, ne signifie pas que le problème, c'est le blanc. Il
faut qu'on sorte aussi de cette caricature dès que l'on pose des problèmes et des sujets de fond, en disant que, oui, Kémy Séba est dans un débat visant à repousser les Blancs. Non, il y a des Blancs qui sont très bien, il y a des Noirs qui sont très mauvais. Je me sens plus proche, par exemple, d'un René Guénon, le métaphysicien français, que je me sens proche d'un Alassane Ouattara ou d'un Blaise Compaoré, qui sont noirs comme moi ou noirs comme votre veste, et qui servent beaucoup plus les intérêts de la suprématie occidentale que les intérêts de la souveraineté africaine. Alors, vous savez qu'on est quand même, pour revenir à la problématique du panafricanisme, vous savez qu'on en est loin quand même sur le continent. On est loin du rêve de Kwame Nkrumah, de Modibo Keïta, de Patrice Lumumba. Les derniers événements, d'ailleurs, le montrent en Tunisie. Les déclarations du président Kais Saied sur les migrants. C'est vrai que l'Afrique, elle est diverse, mais elle est aussi très divisée. Quelle est votre vision des choses? Je vous remercie infiniment. Je me suis longuement exprimé sur cette question lors de mon dernier meeting à Paris. On est loin du rêve de Lumumba, de Sankara, oui et non. En ce qui concerne la remontada du panafricanisme au sein des masses négro-africaines sur le continent, surtout en Afrique dite francophone, je peux vous assurer qu'il y a une fièvre qui est en train de pousser, qui est incroyable. Et je pense qu'on est dans une continuité réelle du travail fourni par nos prédécesseurs et nos aînés. Pour ce qui est de Kais Saied, moi j'ai envie de vous dire que je suis très content de cette polémique-là. Ah, pourquoi? Parce que ça permet de crever les abcès. Et ça permet qu'on puisse enfin parler de ce problème de fond qu'est la négrophobie hystérique qui existe dans certaines contrées du monde arabe et au Maghreb notamment. Cela ne signifie pas que tous au Maghreb sont négrophobes, mais il y a une négrophobie réelle qui est présente dans ce pays, qui est liée à l'histoire aussi de l'esclavage. 13 siècles de traite d'êtres humains, ça laisse des traces. Et la négrophobie, moi je connais bien ces pays parce que je vais partout, y compris en Afrique du Nord. Ça va être possible de dépasser cela ou pas? Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse les choses par étapes. Quand Kais Saied, qui est pourtant n'a rien d'un arabe, dit qu'il a peur, il ne veut pas que l'identité arabe disparaisse, j'ai envie de vous dire que s'il se sent plus proche du monde arabe, peut-être que c'est l'occasion de demander à ce qu'il quitte ou ce qu'il soit exclu de l'Union africaine. Quand on n'est pas à l'aise dans une maison, on part. Mais on ne peut pas jouer sur différents tableaux. Je pense qu'il faut qu'on soit aussi cohérent. Alors, vous observez de près les nouveaux partenaires du continent. Il y a les BRICS avec la Russie, la Chine, on peut citer aussi l'Afrique du Sud, parce que l'intégration panafricaine, c'est aussi important, les pays du Golfe. Il y a aussi les partenaires dits néo-émergents, comme la Turquie, que des économistes ont d'ailleurs placé dans un autre bloc, les MINT. On va voir, les MINT, c'est le Mexique, l'Indonésie, le Nigeria et la Turquie. Pourquoi tous ces partenaires sont attractifs pour l'Afrique? Bon, parmi ces pays, vous avez cité des pays africains. Le Nigeria et évidemment l'Afrique du Sud, ce sont des pays qui sont des phares pour notre continent et qui sont des pôles d'attraction et des symboles sur beaucoup de points, dont on peut s'inspirer et peut-être moins s'inspirer sur d'autres. Pour les autres pays, je pense qu'on est là en réalité dans la désintégration de ce processus du nouvel ordre mondial, qui était un bloc monolithique où seul l'Occident donnait le là, donnait le tempo sur ce que devait être le commerce international et les relations internationales. Aujourd'hui, l'Afrique est devenue la femme la plus séduisante, elle l'était depuis très longtemps, je pense, mais de la planète, et elle attire des courtisans de part et d'autre qui comprennent qu'elle a des ressources, des richesses, et qu'elle a une voie, qu'elle est l'avenir, et qu'il vaut mieux être proche d'elle que être contre elle. Et donc, moi, quand j'entends qu'il y a une multitude de partenaires qui commencent à émerger, je ne peux que m'en réjouir, parce qu'il est important qu'on se rappelle qu'il n'y a pas que l'Occident sur Terre. Quand on voyage aux quatre coins du monde, comme c'est notre cas à travers notre ONG Urgence panafricaniste, on se rappelle que l'Occident, en réalité, est minoritaire, très présent dans les médias internationaux, mais minoritaire à l'échelle des masses et des populations. C'est très important qu'on s'en rappelle. Alors, Kémy Séba, on va regarder une séquence intéressante, puisqu'Emmanuel Macron il a effectué au début du mois de mars une tournée express sur le continent. Écoutez. Je voulais réagir par rapport à cette question sur le compromis à l'africaine, enfin ce petit commentaire. Ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires, et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous, et non pas pour... Parce que, non, mais c'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de, il y en a eu. Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel français. Oui, mais... Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, c'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis...
Voilà, face à face donc entre Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. C'est très rare, Kémy Séba, de voir justement un président africain remettre à sa place son homologue français. Cela révèle quoi? Est-ce que cela révèle un vrai changement, un nouveau paradigme? Moi, j'ai vu et revu cette séquence de Félix Tshisekedi, que je connais très bien longtemps avant qu'il soit président, personnellement. Je pense que c'est le minimum de réaction qu'il se doit d'avoir. Je ne sais pas si c'est le symbole d'un sursaut à l'africaine. Il défendait le fait simplement qu'il n'aimait pas que l'on tourne en dérision la situation qui avait eu lieu au Congo au moment des élections. Est-ce que cela signifie qu'on est dans un cadre de souveraineté retrouvé à travers Félix Tshisekedi? Permettez-moi quand même, malgré toute l'affection que j'ai pour ce frère, d'en douter. Mais il y a une réalité qui est au-delà de cette séquence. Il y a une montée de cette souveraineté, de ce souverainisme africain sur le continent qui est des plus évidents et qui pousse aussi un certain nombre de nos dirigeants à aborder les choses et la relation avec la France de manière parfois beaucoup plus prudente. Et je pense que il y a des pays, par exemple Patrice Talon, qui pourtant est pieds et mains liés avec le président Macron, pieds et mains liés avec l'armée française, et je pense qu'il finira par le regretter très prochainement. Patrice Talon lui-même ne peut pas crier « Oura, oura, oura » de par les partenariats qu'il fait avec la France. Il est obligé d'être très prudent. Parce qu'aujourd'hui, l'arrogance de la politique étrangère française sur le continent africain est tellement mal perçue par les masses africaines que les dirigeants sont obligés d'arrondir les angles s'ils ne veulent pas être voués aux gémonies par les populations. Il y a une autre séquence intéressante lors de cette rencontre. La République démocratique du Congo, vous le savez, traverse une crise très grave dans l'Est. Un conflit d'ailleurs qu'elle impute à son voisin, le Rwanda. Donc il y a des tensions diplomatiques très fortes. Et pourtant, l'aide internationale, on s'en aperçoit, est quasi absente. Ce que le président congolais a d'ailleurs souligné en évoquant l'aide massive apportée, par exemple, à l'Ukraine. C'est vrai qu'il existe de nombreuses zones d'instabilité, c'est vrai, sécuritaire sur le continent. On peut citer le Sahel, par exemple. C'était une façon peut-être pour le président congolais de souligner un deux poids, deux mesures, même si les situations ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Mais il se fait le relais de ce que nous disons tous sur ce terrain-là. C'est une réalité. Les moyens disproportionnés que la France et que l'Occident déploient pour l'Ukraine nous rappelle la manière dont il considère comme priorité la nécessité d'essayer de stabiliser les zones de crise qui sont présentes sur le continent africain, zones de crise qui bien souvent sont alimentées en termes de déstabilisation par les multinationales occidentales qui travaillent en proxy ou qui utilisent des proxys que sont parfois des groupes de déstabilisation. Quand on regarde ce qui se passe du côté de l'Est du Congo, où nous sommes très présents par le biais de notre ONG, et notamment notre représentante Maud Salomé Ekila, qui est d'ailleurs accessoirement l'assistante du docteur Denis Mukwege, qui est la co-responsable avec Fortify Lushima d'urgence panafricaniste au Congo. On sait très bien qu'aujourd'hui, un certain nombre de groupes qui contribuent à détruire l'Est, à violer les femmes dans l'Est, à piller les ressources, ils le font aussi en collaboration avec un certain nombre de multinationales qui utilisent les ressources présentes là-bas et qui utilisent les minerais pour créer leurs technologies que nous connaissons. Donc je pense qu'il est important que l'on rappelle que cette communauté internationale que parfois nos dirigeants appellent de manière très naïve à l'aide, ce sont des communautés qui savent très bien ce qui se passe, qui sont parfois pieds et mains liés avec certaines multinationales, et c'est ce qui explique parfois la lenteur dans la réaction de cette communauté internationale. Celui qui se nourrit de la déstabilisation ne va pas se précipiter pour essayer de la régler. Alors, le retrait militaire français du Mali, du Burkina Faso, repli militaire en Afrique de l'Ouest, même dans votre pays, au Bénin. Finalement, c'est vrai qu'on se dit que la France, elle perd du terrain, mais est-ce qu'elle perd véritablement son influence en Afrique francophone? Moi, je pense qu'elle perd clairement son influence sur le terrain politique, en tout cas, de manière factuelle, dans le sens où, quand on ne peut plus tromper de manière aussi facile les populations africaines sur les discours sucrés du président Macron, sur les politiques de séduction vis-à-vis de la jeunesse africaine qui auparavant marchaient énormément. Je me souviens qu'à une époque, l'AFD, l'ambassade de France, c'était quelque chose qui était le Graal pour bon nombre de jeunes. C'est terminé. Partout où je vais en Afrique francophone, on est quand même dans un recul qui est spectaculaire sur ces questions. Est-ce que cela signifie que il y a un divorce définitif qui est effectué avec la France? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a un divorce définitif qui est effectué avec la politique française pour une grande partie. Mais il reste encore des zones où la France
est influente. Alors justement, Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Bénin, Cameroun, Congo, dans tous ces pays que l'on présente comme faisant partie du précaré de la France, le spectre du troisième mandat, voire un peu plus pour certains pays, plane. Est-ce que la situation s'y annonce explosive, comme elle l'a été dans un autre contexte plus sécuritaire au Sahel? Elle le sera. C'est une annonce que je vous fais, puisque que ce soit dans des pays comme le Mali, que ce soit dans des pays comme le Burkina et autres, nous sommes très impliqués dans tout ça. Et je peux vous dire qu'elle le sera. Parce qu'il ne peut pas avoir justement ce deux poids, deux mesures continu qui est présent dans un certain nombre de pays où on dit on veut la démocratie pour le Mali, on dit on ne veut pas de coup d'État pour le Mali, puis on autorise les troisième, quatrième mandats ou les coups d'État constitutionnels pour d'autres. Ça ne peut pas passer. Les gens sont éduqués aujourd'hui. On a trop méprisé les Africains en leur coupant la parole. Vous dites que le salut panafricain, il va venir justement du peuple, des populations? Moi, je pense qu'il y a aujourd'hui une reformation, ou j'ai envie de dire même une restructuration du système politique sur le continent africain, avec une société civile africaine qui n'a jamais été aussi puissante qu'en ce début du XXIe siècle. Et la pointe de cette société civile africaine, ce sont des militaires patriotes qui, entendant souvent les mobilisations de masse de la jeunesse africaine, décident d'être l'extension de justement ces protestations et de prendre ces responsabilités-là. Et c'est pour ça qu'on va au Burkina. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent finalement que cette jeunesse, cette opinion africaine, elle est instrumentalisée? Oui, mais ça, c'est le paternalisme et le racisme. Il n'y a que les Africains qui en refusent le droit de décider pour eux-mêmes leur propre destinée. Il n'y a qu'aux Africains que on dit que non, mais si vous pensez de cette façon, si c'est pas comme ce que l'Occident veut, vous êtes instrumentalisé. À un moment donné, il faut que ça cesse. Et on n'a pas attendu la Russie. Moi qui vous parle, j'ai connu la Russie en 2019, fin 2018. On commençait nos mobilisations depuis 2015-2016. Il faut que les gens respectent les Africains à un moment donné et comprennent que nous sommes majeurs et vaccinés. Je vais aller même plus loin. Nous sommes les premiers-nés de l'humanité, qu'on nous accorde le respect que l'on se doit. Alors, on le disait, il existe un ressentiment des populations contre la politique africaine de la France. Il y a une vraie volonté de rupture avec la France-Afrique. Dans tout cela, où est-ce que vous placez-vous le curseur du dialogue et de la réconciliation? Moi, je place le curseur avec les organismes prolétaires français qui eux-mêmes sont traités comme des nègres dans leur propre pays. C'est pour ça que vous me voyez discuter beaucoup avec des cadres des Gilets jaunes, vous me voyez discuter avec des gens comme Étienne Chouard, vous me voyez discuter avec des gens qui sont mes avocats d'ailleurs, comme Juan Branco, et qui défend les prolétaires beaucoup, bien que n'étant pas issu de ce sérail-là. Moi, je me sens concerné par des gens comme ça. Si la France, la politique française, c'était des personnes comme ces dernières-là, je pense qu'on serait véritablement dans une voie d'amélioration des relations entre la France et l'Afrique. Mais pour l'instant, c'est l'oligarchie néolibérale qui est l'interface. Et parce qu'elle est cette interface, on est obligé d'agir d'une autre façon. Merci beaucoup, Kémy Séba. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Philosophie de la panafricanité fondamentale, aux éditions Fiat Lux. Merci à vous encore d'être venu nous voir. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous.